vous m'entendez bien jusqu'en arrière? Parfait. Bonjour tout le monde, bienvenue au 5,5 à 7,5 Bistro Brain fois Science 1 fois Fibre. Donc, je vais commencer par introduire Bistro Brain pour commencer cette belle soirée. Donc, Bistro Brain, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une organisation de vulgarisation scientifique en provenance de l'Université de Sherbrooke. Depuis peu, on a la chance de faire des événements à Montréal avec Science 1. Donc, Bistro Brain, on est une équipe de 6 étudiants à Sherbrooke et à Montréal qui fait des présentations de vulgarisation scientifique sur des sujets variés. On a des 5 à 7 à Sherbrooke et à Montréal en partenariat avec différents programmes, différentes facultés. Si vous voulez avoir davantage d'informations sur nos 5 à 7, on vous invite à aller voir notre page Facebook où est-ce qu'on met vraiment tous nos événements, autant à Sherbrooke, autant à Montréal. Aussi, Bistro Brain, on a un podcast qui s'appelle La tête à Papineau. Donc, on a une couple d'épisodes. Donc, si ça vous intéresse, on vous invite aussi à visionner notre podcast. Encore sur Bistro Brain, récemment, on a eu la chance de démarrer des formations de vulgarisation scientifique, notamment avec nos collaborateurs Science 101. Donc, les formations de vulgarisation scientifique, on fait ça aussi. Là, tout ce que je viens de vous dire, si ça vous intéresse, les événements, le podcast, les formations, pour vrai, je vous réfère vraiment à notre page Facebook. C'est là-dessus qu'on met pas mal tout notre contenu, qu'on met nos événements à venir, on met aussi nos collaborations. Donc, vous pouvez aller liker, qui va vous amener vers tout notre univers. Maintenant, je vous présente nos animatrices de la soirée avec qui on a le bonheur de collaborer depuis un petit bout. Nessa et Célia de Science 101 qui vont animer cette belle soirée. Merci d'être là. Moi, c'est Nessa, je suis accompagnée de Célia et on travaille dans Bistro Brain, mais aussi dans Science 101. Science 101, c'est un organisme à but non lucratif de vulgarisation scientifique. Arrêtez de rire de moi. La mission de Science 101, c'est de favoriser l'acquisition de compétences en vulgarisation scientifique chez la relève étudiante. Pour ce faire, on offre des formations, des conférences, on collabore avec des partenaires, tout cela de façon gratuite. Et on offre d'ailleurs notre dernier événement de l'année, c'est le 1er décembre, donc à vos calendriers, s'il vous plaît. Le 1er décembre, c'est une conférence de Sonia Lupien. Ça aura lieu à l'UQAM. Toute l'information est en ligne sur notre page Facebook ainsi que sur notre Instagram. C'est pas mal tout, hein? On va la fibre aussi. Ah oui, la fibre! La fibre, la thématique de la soirée. Donc, super important. Avant de passer la parole à Juliette qui va vous présenter un peu c'est quoi la fibre, je veux remercier nos partenaires de cette soirée, dont l'AGEFSI des cycles supérieurs à l'UQAM. Donc, merci beaucoup aux étudiants et étudiantes qui sont venus de l'UQAM aujourd'hui. Et merci à l'AGEFSI pour la commandite. Et également, Camélia Sinensis nous a commandité un petit quelque chose. Donc, juste une petite information, genre, c'est important de rester à l'affût des présentations, parce qu'à la fin, il y aura un quiz et vous pourrez gagner des prix. Donc, sans plus tarder, Juliette, je t'invite à venir parler de la fibre. Bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Françoise Sévigny, je suis étudiante en doctorat en psychologie, mais je suis également la coordonnatrice à la vulgarisation en Sciences 101, ce qui inclut notamment le rôle d'éditrice en chef de la revue La Fibre. Donc, la Fibre, c'est quoi? En fait, c'est une revue de vulgarisation scientifique adressée aux étudiants. Donc, que tu sois un étudiant en psychologie, en biologie, en réadaptation, peu importe, que tu sois au baccalauréat, maîtrise ou doctorat, et même de peu importe l'université québécoise, en fait, c'est possible d'écrire à la fibre. Puis, non seulement ça, en fait, la fibre, c'est des articles qui sont écrits par des étudiants, mais ils sont aussi révisés par des étudiants. Donc, on a un comité de lecture qui est formé par la fibre en vulgarisation scientifique et qui va venir accompagner, en fait, les auteurs au cours du processus de révision. Donc, parfois, ce n'est pas nécessairement évident d'écrire un article de vulgarisation scientifique et c'est pour ça qu'ils sont accompagnés au cours du processus. Autrement, la fibre ça implique 2 numéros par année, donc un au printemps et un à l'été.
Puis autrement, bien, si vous êtes intéressé à vous impliquer à la FIB, n'hésitez pas à m'écrire personnellement. Bien sûr, ça, je vous souhaite une super belle soirée à vous tous. Donc, on va commencer les présentations. Le premier présentateur s'appelle Joël Beauchamp-Montet. Il est étudiant à la maîtrise en histoire à l'UQAM et dans sa vie non académique, il est musicien de profession. Et tout récemment, il a parti une chaîne YouTube de vulgarisation historique sur la ville de Montréal qui s'intitule « Tous les chemins mènent à Montréal ». C'est sur YouTube, allez vous abonner. Et Joël, je t'invite à venir. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui! Bon, je me sens un peu comme un historien hors de l'eau. Est-ce qu'il y a dans la salle des amateurs d'histoire? Oui, non, peut-être? Oui? Oh, OK. Aujourd'hui, je vais être la seule présentation en histoire et j'espère que vous allez aimer ça. Ce dont je voulais vous parler, ça commence par un trou dans l'historiographie. L'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, un des mots compliqués qu'on aime beaucoup en histoire. Et ça part d'un problème. La Nouvelle-France, le Montréal de la Nouvelle-France, Montréal français, a été très bien étudié. On a ici une belle maquette de Montréal en 1754. On sait tout de Montréal de la Nouvelle-France parce que, on est francophone. Le Montréal, après 1840, on en sait beaucoup aussi parce que, dans les années 1960-1970, on s'est mis à étudier les inégalités sociales, les inégalités économiques. On est retourné à la source, la révolution industrielle. Donc, Montréal, après 1840, ça va bien. Entre les deux, comme toujours, l'enfant du milieu, un peu négligé. Et donc, le Montréal de 1760 jusqu'à 1840, il y a un trou dans la connaissance historique. Aujourd'hui, j'ai décidé de couper un peu la poire en deux et je vais vous parler de l'année 1800. Pourquoi 1800? C'est parce que... On va y arriver. Yeah! Pourquoi 1800? Ici, j'ai fait un beau petit graphique de la population de Montréal à l'époque pré-industrielle. Et on voit qu'avant 1800, la population augmente tranquillement, c'est assez stable, pas beaucoup de monde à Montréal. Après 1800, la population explose d'un coup sec. Ce que j'aimerais donc vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on voit ensemble Montréal en 1800 comme une rupture. Qu'on voit ensemble Montréal en 1800, qu'on fasse un Polaroid. C'est quoi Montréal en 1800? Qu'est-ce que ça implique de vivre dans la ville? Bon, super, on commence à maîtriser ça. La première chose à se dire, c'est que Montréal en 1800, c'est très petit. Hein? On ne peut pas penser à la ville de Montréal comme on penserait à la ville de Montréal comme aujourd'hui. Ici, on a un plan complet de la ville. Je sais, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Fait que je vais vous aider un petit peu. Ici, on a la rue Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. Et ici, on a la rue Sherbrooke. Et là, il y en a plusieurs qui vont dire, la rue Sherbrooke, la rue Saint-Laurent, excusez-moi, la rue perpendiculaire. Il y en a plusieurs qui vont dire, la rue Saint-Laurent, Ciboire-Saint-Laurent, on connaît ça, c'est là qu'on est. Où est-ce que c'est sa carte? C'est pas sa carte. Je suis désolé, je vais casser votre party comme ça. En fait, comme je disais, la ville de Montréal, c'est tout petit. Ça ici, c'est la rue Sherbrooke, qui s'appelle à ce moment-là la Côte-à-Baron, qui fait à peu près 50 mètres. Et même la fin du plan en haut, c'est au sud de la rue Rachel. Donc, Montréal, très petit. En fait, qu'est-ce que c'est Montréal? C'est une cité administrée qui serait délimitée aujourd'hui par les rues à peu près Atwater, Fulham, le fleuve et au nord, l'avenue des Pins, rue Rachel dans ce coin-là. Plus précisément, on a ici le plan un peu zoomé. Qu'est-ce qu'on a au centre? On a un rectangle qui est le Vieux-Montréal, le Vieux-Montréal d'aujourd'hui. Bon, ça, c'est un bourg qui est fortifié, donc entouré de murs. Et autour de ça, on a 6 petits faubourgs. Des faubourgs, c'est faubourg, c'est un faubourg. Et donc, c'est un peu comme la banlieue d'aujourd'hui. On a le faubourg Sainte-Anne, ou la Pointe-à-Calière, ou Griffintown aujourd'hui. Le faubourg au Récollet, le faubourg Saint-Antoine, qui est le centre-ville actuel. Le faubourg Saint-Laurent, avec la rue Saint-Laurent au centre. Le faubourg Saint-Louis et le faubourg de Québec.
Et qu'est-ce qui est à comprendre de Montréal? Qu'est-ce qui divise la ville des faubourgs? C'est des murs, c'est des fortifications. La ville de Montréal est entourée de remparts, un peu comme quand on va dans le Vieux-Québec aujourd'hui. Et ce qu'on voit ici, c'est les remparts. Désolé, il n'y avait pas de pixels encore à cette époque-là. C'est un aquarelle fait en 1793. Mais ce qu'on voit, c'est que les murs sont en piteux état. Et c'est un problème parce qu'il faut rentrer dans la ville, il faut passer par une des portes de ville, et les portes commencent à changer de sens. Au lieu d'être des U inversés, ils deviennent des M. Et ça fait qu'il y a des pierres qui tombent sur la tête des passants. Donc, on a un problème avec les murs. À l'intérieur de la ville, on n'a pas le choix de passer par les murs parce que ça ici, c'est seulement l'intérieur de la ville et c'est là que tout se passe. Tous les services, toutes les activités économiques qui sont. D'ailleurs, ils sont tous là. Ça, c'est la place Royale pour ceux et celles qui savent de quoi qu'on parle. Et la place Royale fait moins de 1000 mètres carrés. Et un problème avec la place Royale, c'est que ça ici, là, tout ça, c'est seulement le tiers de la population de la cité. Donc, ça veut dire que le 2 tiers des habitants sont obligés de traverser les portes à leur risque pour aller dans l'unique petite place de marché. L'autre problème avec ça... Ah, puis de musique, merci. L'autre problème avec ça, c'est que Montréal, dans les 10 dernières années avant 1800, est devenue une cité commerciale. On a ouvert l'Ontario il y a seulement 9 ans et on a les guerres napoléoniennes en Europe qui font augmenter le commerce. Donc, Montréal devient très commercial, mais n'est pas adapté. Et là, vous allez me dire, ben, pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas s'installer genre ici? Donc, ce serait plus simple. Mais c'est le même problème qu'avec les centres-villes d'aujourd'hui. On ne peut pas s'installer là parce que ça coûte trop cher. On ne peut pas s'installer là parce que ce n'est pas toutes les populations qui ont les moyens de s'installer là. Et pourquoi? Ben, c'est parce que vous voyez les grands espaces, les grands lots sont beaux, on pourrait installer beaucoup de monde, mais ces lots-là sont pris par l'armée et ces lots-là sont pris par l'Église. Il ne reste plus beaucoup de place. En fait, dans la ville, il y a seulement 500 maisons, alors qu'il y en a 1200 à l'extérieur de la ville. Bonjour. Et donc, on a le goût d'aller s'installer dans la ville, mais on ne peut pas. Dans les faubourgs, à l'inverse, c'est donc une population qui est plutôt une population de petites gens. On a des agriculteurs, on a des cultivateurs. Ici, on voit le titre en bas, vue d'une partie de Montréal prise de chez M. McGill. C'est l'Université McGill. Et donc, l'Université McGill, qui est aujourd'hui en plein centre-ville, c'est des champs. C'est des champs, c'est des arbres, c'est des cultures. On n'est vraiment pas dans la même époque. Et pourtant, l'année 1798, seulement 2 ans avant notre Polaroid d'aujourd'hui. Ce qui est à comprendre là-dedans, c'est que Montréal brûle fréquemment. Il y a des incendies. C'est pourquoi les maisons dans la ville sont en pierre et coûtent cher. Les maisons dans les faubourgs sont en bois, ils brûlent, c'est pas grave. Parce qu'on n'a pas de service d'incendie. En fait, on n'a pas de services municipaux, presque. En 1796, les premiers services municipaux arrivent. Avant ça, il n'y a pas d'administration municipale du tout. En 1800, le budget total de la ville, c'est 512 livres. Moi non plus, je ne parle pas britannique, mais aujourd'hui, 512 livres, c'est environ 50 000 $ pour gérer toute la cité. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dans toute la cité au complet, il y a 70 rues. On est loin d'aujourd'hui. Et ces rues-là sont très difficiles à circuler. Juste avant d'aller vers les rues de l'époque, ben, c'est les rivières. Hein? C'est comme ça qu'on se déplace. Et Montréal est une ville de rivières. On a la petite rivière Saint-Pierre, qui est aujourd'hui la rue Diouville, le ruisseau Saint-Martin, qui est aujourd'hui la rue Saint-Antoine, et un grand marais, qui est aujourd'hui le square Vigée. Et on circule en navire sur tous ces cours d'eau-là, quand on peut. Parce que comme il n'y a pas de services municipaux, il n'y a pas de collecte d'ordures. Et donc, les habitants prennent l'habitude de jeter les déchets dans les cours d'eau. Les cours d'eau deviennent rapidement, avant 1800, pas beaucoup de population, pas beaucoup de problèmes. Après 1800, les cours d'eau sont des dépotoirs à ciel ouvert. C'est embourbé et les ordures traînent dans les rues. Et justement, dans les rues, c'est encore plus difficile de circuler. Ce qui est à comprendre, c'est que la ville de Montréal, en 1800, est sale.
C'est une ville qui est encombrée, c'est une ville dans laquelle il est difficile de se déplacer. Parce que la majorité des rues font à peu près 3 mètres de largeur. Et même la plus large de toutes les rues, c'est 13 mètres. C'est la rue Bon Secours aujourd'hui. Mais quand on dit 13 mètres de largeur, il faut penser qu'il y a la rue, mais il y a aussi les trottoirs, les entrées de caves, les balcons, les enseignes et évidemment les animaux. Parce qu'il y a des chevaux, des cochons, des poules qui circulent dans la rue comme si de rien n'était. Faut aussi penser que la ville, ce n'est pas un endroit alléchant en 1800. Comme je disais, c'est insalubre. Sauf qu'on y va quand même. Pourquoi est-ce qu'on y va? Parce qu'il y a des opportunités économiques à être dans la ville. C'est l'endroit où on peut être pour faire de l'argent. C'est aussi l'endroit où on peut être pour la sociabilité. Une belle gravure, celle-ci, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait à Montréal en 1800? Pourquoi est-ce qu'on va là? On s'en va montrer à quel point on a de l'argent. Avoir des loisirs en 1800, c'est une question de statut social. Donc, encore aujourd'hui, quand je suis chez moi, je suis en pyjama, robe de chambre, mais quand je sors, ce n'est pas en robe de chambre. Donc, on s'habille de nos plus beaux atos, on s'habille bien, on prend nos plus beaux chevaux, on prend nos plus belles calèches et on s'en va se promener dans les rues de Montréal. La promenade, c'est le loisir par excellence. Vous allez me dire, c'est assez pas avancé comme loisir, mais je ne sais pas pour vous, moi en 2020, c'est à peu près mon loisir principal. Il y a aussi plusieurs autres loisirs, parce qu'un des gros défauts de tout le monde qui commence à étudier l'histoire, c'est de penser que, dans le temps, c'était donc différent. Les gens ne pensaient pas de la même façon que nous, mais non, les gens faisaient la même chose que nous. Les activités principales dans la ville, la danse, le théâtre, on a la promenade, je l'ai dit, les tavernes, les cabarets font déjà la réputation de Montréal à cette époque-là. Il y a aussi le tourisme, c'est pas d'hier, c'est pas parce qu'on n'a pas d'avion qu'il n'y a pas de touristes. Et les touristes se plaignent un peu de Montréal, parce que, comme je disais, Montréal, pour se protéger des incendies, c'est de la pierre, c'est de la tôle blanche. On va trouver que c'est morne, que c'est froid, que c'est inquiétant. Par contre, l'avantage d'avoir une ville qui est encore assez agricole, il y a des jardins partout. Donc, dans la ville, on a des jardins dans lesquels on peut se promener. D'ailleurs, encore aujourd'hui, s'il y a des intéressés, le château Ramsay, encore les jardins de la Nouvelle-France qui y sont. Aussi, pour les activités plus insolites, parce qu'il y a des activités plus insolites, évidemment, ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui a tendance à changer. Tous les endroits qui sont un peu laissés libres peuvent être témoins d'activités. Par exemple, dans les fossés des fortifications, donc les fortifications, c'est les murs, mais on a aussi des fossés pour empêcher les ennemis de traverser, évidemment. Mais ces fossés-là, c'est des endroits qui sont un peu cachés. Et quand on a fait des travaux d'archéologie au Champ de Mars, on a trouvé tout plein de bouteilles de vitre, de bouteilles de bière. Et on pense que les jeunes aimaient bien ça, aller faire le party là-bas. Pourquoi avoir fait ce rapide exercice-là avec vous? Pourquoi avoir travaillé à dresser un portrait, un Polaroid de Montréal de cette époque-là? Et pourquoi 1800? En 1800, la ville, ça fait une 60aine d'années que c'est la même chose. La ville n'a pratiquement pas changé en 60 ans. Mais dès l'année suivante, dès 1801, tout va se transformer. À partir de 1801, dans les 2 décennies qui suivent, on va démolir les murs, les fortifications qui étaient nuisibles, ils vont partir. La population double, on va faire le canal de la Chine, qu'on connaît encore aujourd'hui. Le port de Montréal va commencer à cette époque-là. Il va y avoir 3 nouveaux marchés. Et donc, ça va être vraiment un moment de transformation pour la ville. C'est une transformation qui va ouvrir Montréal à la révolution industrielle qui va suivre quelques années plus tard. Je pense que c'est pertinent de s'arrêter et de dresser ce portrait-là. Parce qu'aujourd'hui, j'aime à croire qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution. On a eu la révolution industrielle. J'aimerais croire qu'on est à l'aube d'une révolution verte. Oui. Cette révolution-là, évidemment, va changer tous nos comportements, avec un peu d'espoir. Va changer nos comportements de transport, nos comportements de communication, nos comportements de consommation. Ça va donc changer ce à quoi la ville va ressembler. C'est sûr, sûr, sûr.
Et en bon historien, j'aime à croire que avant un grand moment de transformation, c'est pertinent de s'arrêter pour évaluer la situation, dresser un portrait analytique complet, voir de quoi on part pour voir jusqu'où on va. Je vous remercie. On avait des questions pour Joël, des commentaires, des blagues. Surtout des blagues. Surtout des blagues. Mais ça, oui. Je vais brièvement parler des animaux dans la rue, mais c'est quoi, genre, dans le fond, l'ambiance dans la rue? C'était juste que tout le monde avait des jardins dans la rue ou... Je vais poser la question pour les personnes dans la rue. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans la présentation, il y a eu mention des animaux dans la rue. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails à ce sujet? Oui, bien, c'est que faut penser que, comme je disais, il y a des jardins dans la ville, il y a des vergers dans la ville, il y a toutes les activités de ferme qui sont encore dans la ville. Et donc, les animaux n'ont pas tendance à écouter quand on leur dit « reste là ». D'ailleurs, à partir de 1801, la commission qui va démolir les fortifications va exiger qu'on fasse édifier des murs et qu'on clôture tous les terrains. L'idée, c'est pas de cacher les animaux, mais c'est en partie de cacher les animaux. Donc, on veut cacher ce qui est insalubre, on veut cacher ce qui nuit à la circulation. Et on veut cacher surtout tout ce qui est laid, tout ce qu'on ne veut pas dans la ville du 19e siècle, on va le mettre derrière des murs de cadre, dans la cour fermée. C'est là qu'on va voir apparaître les portes cochères pour les amateurs d'architecture. C'est une façon de cacher tout ce qui n'est pas beau à l'arrière. Il y a quand même une anecdote que j'aime beaucoup. La Banque de Montréal, la première banque au Canada, au moment de sa fondation en 1817, il y a une anecdote comme quoi il y a un cochon qui est rentré dans la banque et qui a fait beaucoup de troubles. Et évidemment, l'historien qui l'a fait a manqué l'opportunité de faire une blague de cochon avec un banquier. On avait d'autres questions? Oui, Alexis. Oui, on a une question en ligne. On demande, a-t-on une idée de la composition démographique à cette époque à Montréal? Juste répéter la question. Oui, on demande si on a une idée de la composition démographique. Oui, il y a des études assez complètes qui ont été faites là-dessus. Malheureusement, je ne les ai pas dans ma poche, mais de mémoire, si on parle de la composition homme-femme, c'est relativement paritaire. Ce n'est pas quelque chose qui est très loin. Au début de Montréal, ça a été un gros problème. Il y avait beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Pour ce qui est de la composition ethnique, ça, c'est une question un peu plus complexe. Ça ne fait pas longtemps que les Britanniques ont commencé à arriver dans la ville. Et à l'intérieur de la ville elle-même, il va y avoir presque la moitié de Britanniques, donc Écossais, Anglais, Irlandais. Irlandais un petit peu moins dans la ville. Mais dès qu'on va sortir dans les faubourgs, là, ça va retomber extrêmement francophone, extrêmement français. À ce moment-là, on n'est pas encore sûr si on parle de Canadien ou de Français. C'est un peu la même chose. Donc, dès qu'on va sortir dans les faubourgs, ça va être extrêmement français. À partir de 1815, si je peux terminer là-dessus, à partir de 1815, l'immigration va s'accélérer drastiquement à la fin des guerres napoléoniennes en Europe. Et là, il va y avoir une arrivée massive d'immigrants britanniques au point qu'en 1831, si je ne me trompe pas, la population britannique est majoritaire à Montréal. Donc, notre prochaine présentatrice, c'est Marie-Lou Lemire. Oui, OK. T'es prête? Donc, Marie-Lou Lemire, elle est étudiante en 3e année non pas au doctorat, au baccalauréat en psychologie. Elle fait sa thèse d'honneur sur la conception de tests neuropsychologiques en ligne. Donc, sa présentation n'est pas reliée à sa thèse, mais dans sa vie non académique, elle pratique le deck hockey et elle nourrit une passion démesurée pour Noël. Donc, sur scène. Merci. Bonjour. Donc, merci pour cette introduction. En effet, 3e année de bac en psycho. Et puis, aujourd'hui, je vais vous introduire au bisphénol A. Donc, moi non plus, je ne savais pas c'était quoi avant de faire ma recherche, donc inquiétez-vous pas, mais je vais m'assurer que vous retourniez à la maison avec assez d'informations pour en parler au souper puis impressionner tout le monde. Donc, c'est mon objectif ce soir. Mais dans le fond, j'ai rédigé cet article-là en collaboration avec
la plateforme Faire à sa tête, qui est un site de vulgarisation scientifique à propos des effets des contaminants environnementaux sur la santé du cerveau. Et puis, on a fait cet article-là pour Science 101. Donc, je vais commencer tout de suite. Suspense. Je comprends ça dans le poids. C'était vraiment pour vous donner comme le feeling. Je peux peser. Oui. Dans le bas? Est-ce que tu peux être dans le bas? Vers le bas. Oui, oui, ça marche. Là, non. Là, oui. Je vais le faire pour toi. Ah, ben c'est parfait. J'ai pas trop de diapos. C'est pas si pire. Ben, premièrement, le BPA, qu'est-ce que c'est? Donc, je peux résumer ça rapidement, que c'est une molécule chimique qui est retrouvée surtout dans les produits de plastique, plus précisément le polycarbonate. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, vous savez que les produits de plastique, les différentes familles de plastique sont séparées en numéros. Fait qu'on peut le reconnaître avec le petit sigle qui est en bas à gauche. Et la famille des polycarbonates, c'est dans les numéros 7. Donc, généralement, les produits qui sont faits de polycarbonate, c'est par exemple les bouteilles d'eau ou les cruches d'eau, surtout, là, qu'on va voir ça. Et puis, le BPA est utilisé dedans parce qu'il rend le plastique très résistant. Et puis, il n'est pas très cher, fait que les compagnies aiment ça. On les retrouve aussi à part dans les bouteilles d'eau, dans les reçus de caisse. Directement dans le reçu de caisse, ça l'aide pour l'impression. Également dans le recouvrement intérieur des cannes de conserve et puis dans les matériaux médicaux et dentaires. Fait que là, j'ai fait une bonne liste. Là, on se rend compte, bon, c'est pas mal de produits qu'on utilise au quotidien. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, on les voit au quotidien, on est exposé souvent. Et puis, Santé Canada a montré que 8 Canadiens sur 10 auraient des traces de BPA dans leur urine. Là, on se dit, bon, 8 sur 10, 80%, un peu alarmant. Donc, c'est dû, en fait, à cause justement que c'est tous des produits qu'on a au quotidien, qu'on voit souvent. Et puis, dans le fond, pourquoi, tu sais, là, on me demande pourquoi est-ce que ça rentre dans mon corps, comment ça circule dans mon corps? Bien, c'est parce que les molécules qui unissent les particules de BPA ne sont pas très résistantes. Elles sont très fragiles et puis surtout à la chaleur ou juste avec le temps, elles vont se désintégrer et puis laisser des microparticules de BPA à l'air libre. Donc, par exemple, dans ma bouteille d'eau, si il fait très chaud ou peu importe, on la garde longtemps, eh bien, les particules peuvent tomber dans mon eau. Et là, je bois l'eau et j'avale par le même fait les particules. Donc, c'est la même chose pour les cannes de conserve où il y aurait du BPA qui tombe dans mes aliments. C'est de cette façon-là que le BPA va rentrer dans notre corps. Il y a une autre porte d'entrée, c'est par les pores de peau. Donc, quand on touche les reçus de caisse ou juste qu'on va toucher les produits qui ont du BPA dedans, bien, il peut rentrer de cette façon-là encore. Donc, c'est pour ça là, qu'on a des chiffres gros comme ça, mais je vais vous indiquer qu'il ne faut pas s'en faire avec ça. Là, on reste calme. Donc, quand même, vu que c'est un nombre quand même alarmant, on a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. La communauté scientifique voulait savoir est-ce que ça a des impacts sur la santé. Donc, il y a eu des liens, et là, je mets l'accent sur le mot lien, parce que ce n'est pas une association hors de tout doute, OK? Fait que juste qu'on garde ça en tête. Mais il y a eu des liens avec le diabète, des maladies cardiaques et même l'obésité. Et puis, ça, ce qui est démontré, c'est que le BPA est un perturbateur endocrinien. Donc, un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui va imiter une hormone dans le corps. Donc, elle va aller sur les zones actives des hormones, puis elle va faire comme si elle était une hormone. Et puis, dans le corps, ça va faire que ça va déséquilibrer le cycle régulier du corps. Et puis, lié à ça, là, on parle aussi de problèmes reproducteurs, puis on parle aussi de problèmes avec la glande thyroïde. Donc, c'est tous des liens qui ont été faits avec l'exposition au BPA.
moi, je me suis surtout penchée sur l'effet du BPA sur la santé du cerveau. Et puis, il y a beaucoup d'études qui ont démontré des liens, mais encore là, on n'a pas des preuves hors de tout doute. Par exemple, vous savez, dans le neurone, le cerveau est constitué de neurones, qui sont des cellules, qui ont des branches qui permettent de communiquer entre elles. Et puis, le BPA, il va faire un petit peu comme l'oxygène va faire à une pomme. Donc, quand on laisse une pomme à l'air libre, elle va noircir un petit peu. C'est ça qui va se passer un petit peu avec les neurones dans le cerveau lorsqu'ils sont exposés au BPA. Donc, ça va rétrécir les branches qui permettent aux neurones de parler entre elles. Et puis, ça va entraîner des changements dans l'organisation des connexions. Et puis même, chez les enfants, on va avoir une altération du développement de certaines structures. Encore là, ce n'est pas de tout au tout, c'est juste des liens, puis on voit ça, puis on remarque ça. Mais on en est là jusqu'à présent dans la recherche. On a aussi fait des études à savoir s'il y avait des comportements qui étaient modifiés en lien avec l'exposition au BPA. Et puis, on a vu, surtout chez la souris, que lorsqu'elle est exposée à des concentrations de BPA, il y avait des comportements plus anxieux ou dépressifs qui apparaissaient. Il y a aussi une étude qui s'est penchée sur les capacités cognitives des enfants et puis en fonction de la concentration au BPA qui était exposée avant la naissance. Ils ont vu des liens avec une altération de la mémoire spatiale, qui est la capacité de se retrouver dans son environnement puis savoir où on est. Aussi sur la planification et l'organisation qui serait un petit peu altérée par l'exposition. Et aussi sur la mémoire de travail, qui est la mémoire qu'on utilise dans le présent. Par exemple, vous vous rappelez du début de ma phrase pour faire un sens avec la fin de ma phrase, j'espère. Donc, toutes les recherches ont été mises ensemble dans un gros rapport du National Toxicology Program. Mon anglais, merveilleux. C'était en 2008. Et puis, ça mettait vraiment ensemble toutes les études qui avaient été faites sur le sujet. Et puis, ça a vraiment montré que les fœtus et les nourrissons étaient la population vraiment vulnérable à l'exposition du BPA. Puis, suite à ça, le Canada a réagi en étant pionnier en interdisant le BPA dans les produits pour enfants. Donc, les suces, les biberons, les jouets, c'est maintenant interdit. Et puis, ça a vraiment levé le pas pour les autres pays, même si c'est allé jusqu'en Australie, c'est allé vraiment partout sur la planète. On a des lois qui empêchent justement le BPA dans les produits pour enfants. Mais là, je vous ai aussi parlé de tous les impacts là, sur les adultes aussi. Fait que là, on se dit, mais pourquoi on ne fait juste pas ça pour tout le monde? Ce serait beaucoup plus simple. Dans le fond, le problème, c'est qu'on a vraiment peu de recherches sur les humains. Donc, c'est vraiment beaucoup sur les rongeurs et puis on extrapole les données en se disant, bah, ça doit être sensiblement la même chose pour les humains. Puis, il y a deux raisons pourquoi c'est vraiment difficile de faire de la recherche sur les humains. C'est que le BPA, il ne reste pas longtemps dans le corps. Donc, on en a tout le temps en circulation parce qu'on est exposé souvent. Donc, on est en contact avec plusieurs sources d'exposition au BPA. C'est pour ça qu'on en a dans le corps, mais c'est très difficile d'évaluer les impacts sur la santé en fonction d'une telle concentration, puis que ça ne change pas dans la journée. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment difficile de faire sur les humains. Et puis, en plus, une façon de contrôler ça, ce serait de mettre une concentration directement avec des participants, les exposer à une concentration fixe pour voir qu'est-ce que ça ferait sur la santé, mais ce serait évidemment pas très éthique de faire ça, de mettre quelque chose dans des participants qu'on pense qui serait potentiellement menaçant pour la santé. Donc, cela dit, il n'y a pas de preuve hors de tout doute, mais pour les enfants, le Canada a décidé d'y aller avec une mesure de prévention. Donc, vu que ça pouvait affecter leur développement, ils se sont dit que c'était assez de résultats pour légiférer à ce propos-là. Donc, morale de cette histoire, on ne s'inquiète pas, on ne part pas en peur, on ne va pas tout changer dans notre maison. Même que Santé Canada dit qu'il n'y a pas de danger, qu'on n'est pas exposé à des concentrations qui sont assez importantes. Et il est même bien content parce que depuis 2017, on a réduit notre exposition de 32 %.
Et puis, quand même, si vous êtes consciencieux de votre exposition au BPA, bien, j'ai quelques petits trucs pour vous. Donc, premièrement, on évite le plastique numéro 7. Aussi, vous pouvez, tu sais, on a dit que les liens étaient fragiles. Donc, si vous faites chauffer votre nourriture, vous pouvez le faire dans des plats de céramique ou de verre à la place. Ça va éviter cette exposition-là. Vous pouvez aussi prendre des aliments congelés ou frais à la place d'aliments en conserve. Et puis, je voulais mentionner qu'il faut se méfier quand même de la mention sans BPA. Donc, souvent, il va y avoir ça, là, même sur Amazon. C'est écrit en super gros sans BPA. Mais des fois, ils vont utiliser des dérivés comme le BPF ou le BPS. Et puis, il y a des études qui commencent à sortir pour dire qu'il y aurait peut-être les mêmes effets sur la santé que le BPA. Donc, vous êtes mieux d'utiliser des plats de céramique ou de verre à la place. Et puis, ouais, vous avez toutes les informations pour épater la galerie. Oui, est-ce qu'on avait des questions pour Marie-Lou? Oui, à l'arrière. Est-ce que c'est une molécule qui est liposoluble? J'ai vraiment le goût de répondre, mais je ne suis pas allée jusque-là dans ma recherche, vu que c'était plus psycho. Je suis plus allée sur ses effets, mais si quelqu'un a un background en bio ou quelque chose, je vous invite à vous manifester. Je m'excuse de ne pas répondre à ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Des craintes peut-être? Oui. Ben, tu mentionnais tout à l'heure que ça ne reste pas longtemps dans le corps, mais est-ce que les effets ont une permanence ou quelque chose comme ça, ou est-ce que ça aussi, ça s'évacue? Donc, on se demande si, en fait, on sait que les effets, la quantité de bisphénol quitte le corps rapidement, mais est-ce que les effets restent? Ben, encore là, ça, c'est la science, je pense qu'elle n'est pas rendue là pour de savoir, mais c'est sûr que des modifications, mettons, dans les connexions ou dans les structures du cerveau, c'est quelque chose qui est un petit peu plus... C'est plus difficile à revenir. C'est des impacts plus permanents, mais mettons, on parle pour la mémoire de travail, il y a toujours des façons de l'entraîner. Ce n'est pas permanent, mais la science et la recherche n'est pas encore là à savoir est-ce que si on l'enlève totalement, on n'a plus d'effet du tout ou on reprend au complet ce qui a été altéré. On aurait le temps pour une rapide dernière question. Oui. Donc, on parle d'association entre les deux. Donc, par exemple, l'effet sur la mémoire de travail, c'est ce que tu veux dire, mais est-ce que tu peux nous dire comme quoi d'autre ils ont utilisé autour de ça pour voir si c'est vraiment, comme on ne sait pas dans le fond que c'est juste ça qui a l'effet sur la mémoire de travail, c'est ça? J'ai bien compris. Donc, on voudrait avoir plus de détails sur la relation entre la mémoire de travail et l'exposition au bisphénol A. Exactement. Dans le fond, l'étude à laquelle je fais référence, elle a regardé les différentes fonctions cognitives chez les enfants, puis voir lesquelles étaient différentes par rapport à la norme, lesquelles étaient supérieures ou inférieures. Et puis, c'est ça que je dis quand ce n'est pas une relation bien établie. C'est seulement, ils ont observé que ceux qui étaient plus exposés avaient peut-être des facultés cognitives par rapport à leur mémoire de travail un petit peu sous les autres enfants de leur âge. Donc, évidemment, on ne peut pas juste isoler puis dire c'est sûr que c'est l'exposition au bisphénol A. Ça se peut que ce soit autre chose. C'est pour ça, on est vraiment encore, c'est très, on est vraiment au début de cette science-là. Donc, on fait juste en ce moment des liens. On essaie de trouver ce qui pourrait être altéré, mais on n'est pas sûr du tout. Là. On n'a pas du tout un consensus par rapport à l'implication claire et nette du BPA là-dedans. Merci beaucoup. On applaudit. Donc, Marion Cossin est étudiante au doctorat en génie biomédical. Dans sa vie non académique, elle pratique la danse latine et en octobre dernier, cette année, elle a remporté 3 premières places dans différentes catégories lors du championnat canadien de salsa et de bachata. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va essayer de réfléchir
à la question comment concevoir les équipements de cirque du futur. Yes, ça marche. Alors, moi, c'est Marion Cossin, je suis étudiante au doctorat en génie biomédical et j'ai aussi la chance de déjà avoir un emploi. Je suis ingénieure de recherche pour un centre de recherche dans les arts du cirque, d'où la conception des équipements de cirque, c'est pas mal mon métier en fait. Mais c'est aussi pas mal lié à mon sujet de doctorat. Alors, comment concevoir les équipements de cirque? C'est un sujet très très large, il y en a beaucoup, les équipements de cirque. On va déjà essayer de réfléchir à un équipement et c'est le sujet de ma thèse. La planche coréenne, qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir dans cette vidéo. La planche coréenne, c'est un équipement de cirque donc constitué d'une planche à bascule sur laquelle, comme vous voyez, on a deux acrobates qui se catapultent à chaque extrémité, tout en effectuant des sauts acrobatiques comme ici. Alors, vous avez compris, c'est une discipline qui est très exigeante techniquement, mais aussi, donc elle relève d'un équipement de cirque, d'où la fabrication d'un équipement de cirque. Comment la planche coréenne est fabriquée? Donc, c'est une longue planche, comme vous voyez, qui est fabriquée en bois. Et pour la plupart des équipements de cirque, en fait, la planche coréenne, c'est pareil pour tous les équipements de cirque, il n'y a pas de standard de fabrication. Il n'y a pas de recherche qui est faite, c'est encore tout nouveau. En fait, on est en train tout doucement de développer ça. Et le savoir, il est transmis oralement d'une personne à une autre et en fait, d'une compagnie à une autre, d'un acrobate à une autre, d'un pays à un autre, d'un enseignant à un autre. Vous allez avoir des fabrications d'équipements qui sont différentes, qui ont été fabriquées d'essai par essai-erreur, mais en fait, à travers le monde entier et en fait, même d'une compagnie à une autre, vous avez des façons de fabriquer qui sont différentes et un peu chaque professionnel pense avoir trouvé la bonne recette de fabrication. Alors, si on prend l'exemple de la planche coréenne, et ben pour chaque compagnie, vous allez avoir des dimensions qui sont différentes, donc des longueurs différentes, des largeurs différentes, une hauteur de pivot différente, etc. Et en plus de ça, cet équipement, il n'est pas simple parce qu'il a une épaisseur qui varie. L'épaisseur, elle est plus grande au centre et plus fine à l'extrémité pour rendre la planche en fait élastique. Et je vais vous montrer pourquoi. Ah non, avant ça, je vais d'abord parler du métier d'ingénieur et de la conception des équipements de cirque. Alors, le métier de la conception, l'optimisation des équipements de cirque, en fait, on peut modifier sur un équipement de cirque, donc on peut modifier son matériau, sa forme, ses dimensions, etc. Et on va avoir en fait un impact direct sur le risque de blessure et sur la performance des acrobates. Donc, le but, c'est de minimiser le risque de blessure et bien sûr de maximiser la performance. Alors, si on imagine que, par exemple, je change le fini de surface d'un équipement puis je le rends plus glissant, bah, je vais augmenter peut-être le risque de blessure parce que l'acrobate va se casser la figure. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait. Donc, après, ça serait de trouver des solutions techniques pour, par exemple, rendre ça plus adhérent, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de mon métier. C'est fini, ça ne marche plus. Parfait. Et donc, ça a été l'objectif de ma thèse, ça a été de mieux comprendre en fait l'interaction entre la conception de l'équipement de la planche coréenne et donc le risque de blessure et la performance acrobatique. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai fait ça avec des analyses mécaniques, donc essayer de comprendre le comportement de l'équipement, c'est-à-dire comment il réagit, comment il bouge, etc. Et j'ai fait aussi des analyses biomécaniques sur l'acrobate, donc c'est-à-dire vraiment des analyses du mouvement de l'acrobate. Et donc, la planche coréenne, là, je vous présente une vidéo qui est en ralenti x8. Et donc, je vais attirer votre attention sur la planche. Regardez le mouvement de la planche. Et vous voyez en fait qu'elle n'est pas du tout rigide, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle est élastique. Et donc, les acrobates se servent de cette élasticité. Ils appellent en fait le mouvement le whip, cet effet catapulte pour s'élancer. Et donc, leur objectif, c'est vraiment de maximiser le whip. Donc, l'élasticité semble importante dans cet équipement de cirque. Alors ça, c'est une vue globale de tout mon doctorat. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà, là, vous avez la totale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord mesuré le mouvement des acrobates, ici, avec donc des petits marqueurs. Et ça me permet d'avoir tout sur le mouvement des acrobates. Donc, quand est-ce qu'ils vont plier le coude, les vitesses, les accélérations, tout. Je vais vraiment pouvoir décortiquer le mouvement des acrobates.
J'ai aussi fait des tests mécaniques sur plusieurs planches. Donc, j'ai essayé de caractériser mécaniquement les planches. Ici, par exemple, donc, je vous ai parlé d'élasticité. Donc, c'est quoi l'élasticité? Est-ce qu'on est capable de le mesurer? C'est quoi les différences? J'ai aussi mesuré la déformation de la planche, donc en temps réel, pendant que les acrobates performent sur la planche. Donc, comment elle se déforme, comment elle bouge. Et aussi, sur les acrobates, j'ai mesuré les forces d'impact. Donc, je vais y revenir là-dessus. Et aussi, l'activité musculaire des acrobates. Donc, quand est-ce que les acrobates activent leurs muscles? Donc là, j'ai principalement mesuré les muscles des jambes. Alors, j'aurais pas le temps de tout présenter. J'ai que 10 minutes. Ça va être un peu rapide pour tout présenter. Donc, je vais vous présenter seulement quelques résultats. Et le premier, ce sont les forces d'impact. Donc, les forces d'impact, comme vous voyez, j'ai mesuré ça avec des semelles à capture de pression qu'on insère dans les souliers des acrobates. Parce que je ne suis pas capable. En fait, normalement, les forces d'impact, ça se mesure avec des plateformes sur lesquelles on va marcher. Mais vous avez compris, hein, la planche coréenne, elle bouge quand même pas mal. Ce n'est pas évident de mettre une plateforme. Donc, j'ai mesuré ça avec des semelles à capteur de pression. Les forces d'impact, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer de vous ramener un petit peu dans le secondaire. Newton, troisième loi de Newton, est-ce que quelqu'un est capable de la donner? C'est un examen surprise? Non, personne? Mince, j'ai pas de chance. Action-réaction, oui, c'était ça? Donc, c'est le principe d'action-réaction. Donc, à chaque force, à chaque action, il va y avoir une réaction. Donc, si je suis debout et immobile, le sol va réagir face à mon poids. Et donc, c'est ça que j'ai mesuré. C'est la force de réaction avec le sol. Donc là, vous avez compris, avec la planche coréenne, bien sûr. Mais donc, c'est ça, c'est l'image qui est à gauche. Et à chaque fois qu'on va bouger, donc si je marche, je réagis, le sol réagit face à mon mouvement. Et donc, on a des forces qu'on est capable de mesurer. Donc là, je vous ai mis un profil de force de, par exemple, quelqu'un qui marche. Donc, vous voyez, quand on va mettre le talon, il va y avoir un premier pic de force. Puis au moment où je vais pousser, pareil, je vais avoir un autre pic de force. Donc, c'est ça que j'ai mesuré. J'ai mesuré, moi, les forces d'impact lors de la réception. Donc, lorsque les acrobates atterrissent sur la planche, et vous avez compris, ils atterrissent à peu près à 4 mètres de haut. Donc, on s'attend à des forces d'impact assez élevées. Alors, je vous ai mis quelques comparaisons. Donc, les forces de réaction avec le sol, en fait, on les mesure en poids corporel. Donc, combien de fois son poids? Si je suis debout ici, immobile, je suis à 1 fois mon poids. Si je marche ou si je cours, cette force-là, elle monte un petit peu. Si je marche, je suis à 1 fois et demie. Si je cours, je suis à 2-3 fois mon poids. Alors, en planche coréenne, il saute à 4 mètres de haut. C'est combien la force que j'ai mesurée? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer? 12, mon Dieu, presque bon, c'est presque ça. 13,5 fois, ça c'est le maximum que j'ai mesuré. Donc vous imaginez, hein, si on prend cette référence-là où c'est 1 fois, 13 fois ça, pas mal, hein? Donc on peut se dire, waouh, c'est énorme. Maintenant, si on compare ça avec des disciplines qui sont similaires, donc par exemple en trampoline, on a mesuré des forces de 15 fois. Donc c'est quand même des forces similaires avec des hauteurs de saut assez grande. Un autre résultat que je vais vous présenter, je vous ai beaucoup parlé de cette élasticité. Et donc, en fait, en mécanique, le paramètre qui va mesurer cette élasticité, ça s'appelle la raideur. Donc, c'est l'inverse de l'élasticité, hein, c'est pas très compliqué. Et donc, dans mon étude, j'ai mesuré 4 planches. Donc, la planche du Cirque du Soleil, la planche du Cirque Éloise, la planche de l'École nationale de cirque et la planche d'une autre compagnie qui s'appelle Machine de cirque. Et donc, j'ai mesuré les différentes raideurs et on s'aperçoit que j'ai des différentes quand même assez grandes. Donc, j'avais une raideur qui allait de 12 à 19,6 kN par mètre. Et donc, la raideur, c'est vraiment le paramètre le plus important dans l'étude mécanique des planches. Vous n'avez rien vu? Regardez pas. Bon, vous avez déjà vu la réponse à ma question suivante. Alors là, c'est ça, je vous ai balancé plein de chiffres, mais à quoi ça peut servir de connaître tout ça? Et bien, l'idée, ça serait de fabriquer donc, un nouveau prototype, un nouvel équipement de cirque. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Avec le Cirque du Soleil, on a fabriqué un nouveau prototype. Et donc, en fait, la vidéo que je vous ai montrée là, c'est le premier test du nouveau prototype. Et ce prototype, il est un petit peu différent parce que je l'ai fabriqué en matériaux composites. Yes. Le suspense. En matériaux composites.
et en plus recyclables. Alors, pourquoi les matériaux composites? Pourquoi on ne veut plus du bois? Donc, le bois, c'est problématique parce que c'est un matériau naturel et il va y avoir des défauts, il va y avoir des variabilités. Et le problème, ça c'est un problème qui nous est arrivé du Cirque du Soleil, qui voulait fabriquer donc un nouveau prototype pour justement pour éviter les problèmes que le bois a. Et en fait, le problème du Cirque du Soleil, c'est que même si on fabrique deux planches avec les mêmes dimensions, du même bois, les planches ne vont pas réagir de la même manière. Et ça problème, ça risque de blessure, parce qu'on a l'acrobate qui va s'entraîner l'après-midi sur une planche et qui va faire son spectacle du soir sur une autre planche. La planche ne va pas réagir de la même manière, doit sans cesse s'adapter, et ça amène un risque de blessure. Donc, le fait de fabriquer une planche en matériaux composites, on est déjà ultra précis sur le paramètre de raideur, et en plus de ça, on va pouvoir fabriquer toutes les planches de la même manière, qui vont réagir de la même manière. Bon, bah, c'est la fin. Merci beaucoup. Ayant fait un bac en kinésiologie, ça me parle beaucoup. Si on avait d'autres questions, moi j'en ai plusieurs, mais je vais vous laisser. Avez-vous des questions pour Marion? Oui, à l'arrière. Tu parles justement de prévention des blessures, tu as montré plusieurs facteurs de raideur de différentes planches. Est-ce que une planche plus raide ou une planche moins raide va avoir vraiment un impact sur le risque de blessure? Est-ce que tu as mesuré ça? Est-ce qu'une planche plus raide ou moins raide aurait une différence sur le type de blessure sur les athlètes? Oui, excellente question. Donc, en fait, quand j'ai mesuré les forces d'impact, j'ai aussi mesuré le taux de chargement. Ça, c'est à quel point la force arrive rapidement. Et on sait dans la littérature scientifique que des forces élevées et un taux de chargement élevé sont associés à un risque de blessure, comme des fractures de stress, etc., etc. Et en fait, moi, dans l'étude, là, je vous ai juste présenté quelques résultats, mais mon étude est bien plus développée sur les forces d'impact, où j'ai mesuré en fait l'influence de plusieurs facteurs sur les forces d'impact et les taux de chargement. Donc, j'ai mesuré l'influence de la hauteur de saut, du participant, de la planche et de plusieurs techniques de réception aussi, parce qu'il se réceptionne avec plusieurs techniques. Et on se rend compte que oui, la raideur va avoir une influence. Une planche plus raide va générer des forces d'impact et des taux de chargement plus élevés. Et en plus de ça, sur les 4 planches que je vous ai montrées, la planche qui avait la raideur la moins élevée, donc la plus souple, c'était la planche préférée des acrobates. Pourquoi? Parce qu'elle permet de maximiser le whip, cet effet catapulte. Donc, voilà. On avait d'autres questions, Marion? Oui. Est-ce que c'est commun des équipements de type de ne pas être standardisés ou c'est un événement plus précis avec la planche coréenne? Donc, est-ce que c'est normal que les planches ne soient pas standardisées? Bonne question. Oui, excellente question. C'est le même problème pour tous les équipements. Donc, c'est ça. Quand j'ai commencé mon doctorat, en fait, on voulait faire une étude un peu plus large sur comment les acrobates s'adaptent d'un équipement à un autre, d'une surface de réception ou d'une surface de propulsion à une autre, parce qu'ils vont autant sauter sur un sol comme ça qu'une trampoline, qu'un piste de tumbling, donc ils doivent sans cesse s'adapter. Mais finalement, le projet était bien trop gros. Il y a trop d'équipements, il y a trop de facteurs et tout, donc on s'est vraiment occupé déjà de la planche coréenne, qui est déjà un gros défi. Et comme je dis, il n'y a rien qui existe, il n'y a aucune recherche sur les poisons, on est encore vraiment tout nouveau. Donc, il fallait bien commencer quelque part, mais c'est un problème pour tous les autres équipements. Et en fait, dans mon travail, je travaille sur d'autres équipements. Je travaille par exemple sur une barre russe en matériaux composites, en passant sur des cerceaux chinois en impression 3D. En tout cas, on a toute une liste comme ça d'équipements sur lesquels on travaille. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Oui. Un commentaire d'André Leblanc qui dit qu'il n'a pas de question, mais qu'il est époustouflé par ce travail et il dit chapeau. Quelqu'un lui dit être époustouflé par son travail, chapeau! Merci beaucoup, Marion! Donc, Virginie Paquette est étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM. Dans sa vie non académique, elle est passionnée de l'humour et de musique et pratique ses arts dans l'objectif, un jour, de jumeler le tout et créer un sitcom. Donc, moi, c'est Virginie Paquette. Donc, je suis doctorat en psychologie, comme on l'a dit.
Et ce soir, je vais vous parler d'un des plus récents projets de recherche qui s'intitule « La passion harmonieuse à la rescousse des étudiants et des étudiantes ». Fait que là, vu de même, on dirait que c'est un super-héros. Moi, je ne dirais pas jusque-là, mais mon directeur, probablement, oui. Parce que, en fait, c'est lui qui a créé la théorie de la passion. C'est Dr. Robert Vallerand. Pour ceux qui sont en psychologie à l'UQAM, je pense que beaucoup de monde le connaissent. Il est très connu dans le département. J'ai aussi travaillé là-dessus avec Dr. Ulfar et Dr. Frederickson. Bon. Donc, dans la dernière année, avec la COVID, tout le monde a vécu beaucoup de détresse, de stress, et les étudiants ne font pas exception à cette situation-là. Et il y a 3 chercheurs de l'UQAC qui ont montré, avec leur étude, que les étudiants vivent un taux de détresse qui avoisine le 60 %. Donc, chez les étudiants, il y a beaucoup de symptômes dépressifs, de symptômes anxieux, et aussi la difficulté à se concentrer et à être motivé. Donc, nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont capables de faire face à des événements aussi majeurs et aussi négatifs que la COVID et toutes les situations comme ça? Puis qu'est-ce qui fait que d'autres personnes ont plus de difficultés à traverser ces événements-là? Et ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus résilientes que d'autres? Premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi la résilience. Donc, pour être résilient, ça prend 2 ingrédients. Donc, il faut premièrement qu'il y ait de l'adversité. Donc, l'adversité, c'est un bien beau mot pour dire, dans le fond, un événement qui est négatif et majeur. Donc, par exemple, la COVID pourrait être un événement faisant partie de l'adversité, mais ça peut aussi être une perturbation plus ordinaire de la vie quotidienne. Par exemple, un stress de fin de session, là, quand vous faites vos examens à fin de session, ça fait partie de l'adversité, une situation stressante. Et 2e ingrédient, ça prend une adaptation positive. Donc, il faut que la personne soit capable de maintenir un certain équilibre psychologique face à cette situation-là stressante. Puis là, quand on parle de maintenir un équilibre psychologique, c'est continuer à fonctionner un peu comme on fonctionnait avant que l'événement stressant survienne. Donc, la personne va continuer à rester quand même assez concentrée, elle va pouvoir bien dormir. À ce moment-là, on va pouvoir dire qu'elle a fait preuve d'adaptation positive. Donc là, on s'est posé la question, on s'est dit, selon nous, il y a 2 éléments qui pourraient faire en sorte que certaines personnes vont être plus résilientes que d'autres. Il y a la passion. La passion, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est une force motivationnelle. C'est quelque chose qui nous pousse à investir beaucoup de temps et d'énergie dans une activité qu'on aime, qui est importante pour nous, qui est porteuse de sens et à laquelle on s'identifie. Donc, par exemple, quelqu'un qui est vraiment passionné par la guitare, va dire « je suis un guitariste ». Donc, cette personne-là va s'identifier à cette activité-là. Une personne qui est un étudiant, qui étudie et qui est passionné par ses études pourrait aussi s'identifier et dire hey, « je suis un étudiant ». Donc, on s'est dit, bon, les personnes qui ont une passion, vous en connaissez toutes, des personnes qui ont une passion, pas nécessairement pour les études, mais pour n'importe quoi, pour un sport, comme là, on parlait de l'ingénierie, probablement que Marion est passionnée par l'ingénierie. Je ne sais pas, je mets des mots dans sa bouche. Mais, dans le fond, les gens qui sont passionnés, c'est des personnes qui vont souvent mettre beaucoup d'énergie, puis ils vont traverser les obstacles qu'ils vont rencontrer dans leur domaine pour lequel ils sont passionnés, puis à ce moment-là, ils vont affronter les obstacles, puis ils vont devenir performants. Donc, on pourrait dire, ils vont être résilients. Mais parfois, s'ils sont trop investis dans leur activité, puis que finissent que leur estime de soi repose sur leur performance dans l'activité, on pourrait penser que s'ils vivent un échec dans leur activité passionnante, par exemple, un étudiant qui a un examen et qui l'échoue, il pourrait se dire, je suis un échec, je suis un vaurien. À ce moment-là, il ne serait vraiment pas résilient. Donc, il y a comme un paradoxe qu'on peut voir. La passion peut aider à être résilient, mais peut aussi nuire à la résilience. Donc, ça, c'est un peu étrange, mais c'est quelque chose qu'on va répondre avec le modèle dualiste de la passion. Donc, selon mon directeur qui a développé cette théorie-là, il y a 2 types de passion. La passion harmonieuse et la passion obsessive. Là, la passion harmonieuse, comme le dit le nom, elle est en harmonie avec les autres sphères de vie de l'individu. Donc, une personne qui a une passion harmonieuse, par exemple,
par exemple, quelqu'un qui serait passionné par les études, bien, toute la semaine pourrait comme étudier. Puis là, un vendredi soir, si ses amis lui demandent bon, as-tu envie de sortir, on va faire une activité, bien, cette personne-là pourrait se dire c'est correct, j'ai travaillé toute la semaine, je vais pouvoir sortir à soir. Donc, son activité passionnante, qui est ses études, va être en harmonie avec une autre sphère de sa vie, cette personne-là, ses relations interpersonnelles. Donc, la personne va contrôler son engagement, elle va pouvoir se dire bon, à ce moment-là, je m'engage, à ce moment-là, je me désengage de l'activité. Et là, bien, ça va entraîner des conséquences positives et des émotions positives. Puis, avec la passion obsessive, à ce moment-là, la personne là, est vraiment obsédée. C'est quasiment comme une drogue pour cette personne-là. Son activité, c'est un engagement incontrôlable. Donc, cette personne-là qui serait passionnée par ses études, bien là, va étudier non-stop. Et quand ses amis vont lui poser la même question, bien, il va dire non, non, désolé, moi, je ne peux pas sortir ce soir, il faut que j'étudie, même si c'est un vendredi soir. Donc, ça va rentrer en conflit avec les autres sphères de vie de cette personne-là. Là, je parle de en général, hein, parce que, tu sais, on s'entend qu'en fin de session, on est souvent un peu plus obsessif, mais nous, quand on étudie les personnes, leur passion, on leur demande en général comment ils s'engagent dans leur activité. Donc, ça va entraîner des conséquences négatives, des émotions négatives à cause de tous les conflits créés, puis il va parfois avoir des émotions positives parce que, bien, on s'entend que c'est quand même une activité que ces personnes-là aiment. Donc, nécessairement, il faut qu'il y ait un peu d'émotions positives des fois. Et ce qu'il faut savoir aussi avec la passion obsessive, c'est que c'est tellement une activité tellement importante dans la vie de la personne, ça fait tellement partie de la personne dans tout top, que vu que son estime de soi va reposer sur sa performance dans l'activité, donc c'est là qu'on va voir, comme j'ai mentionné tantôt, le paradoxe là, que la passion harmonieuse, on pense qu'elle aiderait plus à la résilience, puis la passion obsessive nuirait plus à cause de tout l'investissement et l'estime de soi en jeu. Et là, le deuxième élément, parce qu'on va parler de la passion, mais aussi un autre élément que la littérature en psychologie dit comme quoi que cet élément-là est vraiment important pour la résilience, c'est les émotions positives. Donc, ça ici, c'est la photo de Barbara Fredrickson, qui est une des collaboratrices du projet. Et c'est une chercheuse qui a développé le Broad and Built Theory of Positive Emotion. Moi aussi, mon anglais, je suis comme pas sûre. Mais dans cette théorie-là, dans le fond, elle a regardé l'effet des émotions. Donc, les émotions négatives, tu sais, quand vous vivez une émotion négative, vous avez une dépression, anxieux, vous le sentez même dans votre corps, vous vous refermez sur vous-même et vous essayez de survivre à la situation. Donc, vous êtes assez refermé sur vous. Tandis que quand vous vivez des émotions positives, bien, vous êtes plus ouvert à votre environnement, votre champ de conscience est plus large. Donc, bien, ça permet, en fait, la deuxième partie qui est construire, ça permet de construire et de renouveler des ressources. Donc, des ressources psychologiques, physiques et sociales. Donc, si on prend une personne qui a des émotions positives, elle va être ouverte, elle va parler à ses collègues, elle va se créer des amis, puis à ce moment-là, quand la situation stressante va arriver, elle va pouvoir compter sur ces ressources-là comme son support pour passer à travers la situation qui est stressante, donc passer à travers l'adversité. Donc, basé sur tout ce que je vous ai dit, on a élaboré certaines hypothèses de recherche qu'on a voulu vérifier. Et on s'est dit que durant une situation stressante, là, ça va être la fin de session dans ce projet-là, on s'est dit que la passion harmonieuse va être associée probablement à des émotions positives, parce que ça, on le voit aussi souvent dans la recherche. Et ça va mener à de la résilience dans l'activité passionnante. Et aussi, même, on pense que ça va avoir un effet, c'est spillover effect en anglais, mais un effet de débordement dans la vie en général. Et on pense que la passion obsessive, elle va peut-être être associée à des émotions positives et à de la résilience dans l'activité et dans la vie en général, mais va être surtout associée à des émotions négatives qui vont nuire à la résilience dans l'activité et dans la vie en général. Donc, pour tester ces hypothèses-là, on a rencontré des étudiants de premier cycle dans différents programmes, et on a fait, dans le fond, 2 études. Une qui était 2 semaines avant les examens, donc quand les personnes étaient vraiment stressées. Puis on s'est dit, bon, c'est intéressant là, de voir comment ils sont stressés avant, mais on aimerait ça voir comment ils s'en sortent aussi. Fait que, on est allé faire une deuxième étude 2 semaines avant les examens, puis on les a recroisés. Pas recroisés, non, c'était pas au hasard, mais on est retourné les voir 1 semaine après les examens pour voir comment ils s'en sortaient. Donc, ces personnes-là n'avaient pas encore reçu leurs notes, là, mais on voulait juste voir leur opinion, comment ils se sentaient.
Là, dans le fond, ce que je vais vous expliquer, c'est tout le protocole, mais plus en lien avec l'étude 2, parce que dans le fond, on a les mêmes résultats, donc je vais juste présenter l'étude 2, qui est un petit peu le fun, là, on voit comment les gens changent dans le temps. Fait que là, dans le fond, on a passé des questionnaires, on leur a posé des questions sur leur passion, voir s'ils étaient passionnés, si c'est important pour eux, les études, si c'est quelque chose qu'ils aiment. Et on leur a aussi posé des questions pour savoir s'il y avait une passion plus harmonieuse dans leur étude ou plus obsessive, par exemple, une difficulté à contrôler mon besoin d'étudier. On leur a aussi posé des questions sur leurs émotions positives et négatives quand ils pensent à leurs études ou quand ils font leurs études. Et on leur a demandé des questions sur leur satisfaction envers les études, comme je suis satisfait dans les études, donc c'est évident, performance académique perçue et la perception d'avoir une vie réussie. Donc, est-ce qu'ils ont atteint les objectifs de vie qui voulaient? C'est ces trois échelles-là qu'on a utilisées pour voir si les gens étaient résilients, pour voir dans le fond comment ils s'en sortaient. Et là, ce qu'on a eu comme résultat, en fait, ça a confirmé nos attentes, nos hypothèses. C'est qu'on a vu que les gens qui ont une passion harmonieuse vivent des émotions positives, donc sont plus satisfaits, ils sont plus performants dans leur étude. Ils ont aussi l'impression que leur vie est plus réussie. Et aussi, les gens qui ont une passion harmonieuse qu'on n'avait pas prévue, mais qui correspond vraiment à la théorie, ils sont aussi protégés des émotions négatives et de leurs effets néfastes. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. Après ça, la passion obsessive, quand elle était liée positivement aux émotions positives, mais pas très fortement, puis elle amenait à plus de résilience dans l'activité et dans la vie en général, mais elle était surtout liée à des émotions négatives qui nuisaient à cette résilience-là. Donc, en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que la passion harmonieuse est associée à des émotions positives et même protégeait des émotions négatives, ce qui a amené à de la résilience complète. Les personnes qui ont une passion plus obsessive ont vécu les deux sortes d'émotions, puis ça a amené à une résilience qui était plus partielle. Donc, ils passaient à travers l'événement, mais plus difficilement. Donc, mon take-home message, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que l'important, c'est de favoriser la passion harmonieuse. Là, je ne vous ai pas dit comment faire ça, là, mais très rapide, là, parce que moi, je pense qu'il me reste plus de temps, mais je ne sais pas. En fait, il faut s'engager dans l'activité en se disant, j'étudie, par exemple, si on parle des études, parce que c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose que j'aime. Dans le fond, on veut maîtriser quelque chose plutôt que de faire l'activité parce qu'on veut des bonnes notes, on veut plaire. À ce moment-là, on va plus développer une passion obsessive parce que justement, puis notre estime va venir en jeu, puis tout ça. Donc, c'est vraiment plus important de faire l'activité parce qu'on aime ça, parce que c'est intéressant, parce qu'on veut maîtriser quelque chose. Donc, pensez-y quand vous allez étudier, si vous étudiez encore. Merci beaucoup. Question. Donc, merci pour moi. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'on a des questions? Oui, à l'avant. Oui, dans le fond, la passion harmonieuse, ça favoriserait une motivation intrinsèque ou est-ce qu'une motivation intrinsèque favoriserait une passion harmonieuse? Donc, on demande la relation. Est-ce qu'il y a une relation bidirectionnelle entre la passion harmonieuse et la motivation intrinsèque dans ce cas-ci ou peut-être extrinsèque? Merci, bonne question. En fait, je pense que c'est la question que mon directeur se posait le plus souvent, le lien avec la motivation, parce que ça se ressemble vraiment beaucoup. On pourrait dire que la passion harmonieuse, c'est la motivation intrinsèque, mais plus. Dans le fond, les gens qui ont une passion harmonieuse, en plus d'être motivés par des besoins comme que ça vienne d'eux-mêmes, c'est quelque chose qu'ils aiment, quelque chose qui... Des fois, on peut faire quelque chose qu'on est motivé, mais on n'aime pas nécessairement ça. Fait que c'est ça qui rajoute le plus de pourquoi on appelle ça même une passion rendue là. Donc, c'est vraiment dans la même branche, mais c'est comme une version un peu plus loin, encore plus investie. Mais c'est une bonne question. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Ben, tout à l'heure, tu disais manquer de temps pour donner des conseils. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu nous aurais donnés si tu avais eu plus de temps? Nous, on veut des conseils ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une passion harmonieuse? Bien, ce qui est intéressant, là, puis quelque chose qu'il faudrait que je parle à mon directeur, c'est qu'on n'a pas vraiment fait beaucoup d'études pour comment développer. On regarde plus comme souvent, mettons, des étudiants, mettons, primaires, comment le fait d'avoir telle sorte de professeur, d'avoir telle sorte d'environnement. Fait que, tu sais, comme je pourrais dire, mettons, un environnement qui est plus contrôlant, où on se sent obligé de faire des choses, ça va t'amener dans une passion peut-être plus obsessive. Puis si tu as un environnement qui te permet d'être plus autonome, prendre tes décisions, ça va faire en sorte que tu vas devenir plus harmonieux. Mais j'ai comme pas de conseils. Des fois, même, j'ai l'impression, là, c'est moi qui parle, c'est pas mon directeur, là, mais que ce serait quasiment comme une façon de fonctionner en général. Là,
on fonctionnerait plus quasiment sur, pas une motivation extrinsèque, mais comme, en tout cas, une façon de voir la vie peut-être un peu plus différente pour les personnes qui ont une passion harmonieuse obsessive, puis il faudrait changer cette façon-là. Mais ce serait quelque chose d'intéressant à étudier. Merci pour la question. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, à l'arrière. Je suis curieux, dans le fond, ton graphique que tu nous as présenté avec les générations, vous avez mesuré les émotions au temps 2, mais est-ce que vous avez mesuré au temps 1 aussi pour voir comment s'il y avait plus de en amont, les émotions étaient corrélées avec. OK. Si j'ai bien compris, on a une question de type méthodologique. Donc, on se demande si on a mesuré nos variables d'intérêt au temps 1 et au temps 2, et sinon, pourquoi? Quelque chose comme ça. Merci. Encore une affaire. Là, parce que là, j'ai essayé de rendre ça super simple. Là. Mais dans le fond, on a fait des résiduels. Fait qu'en statistique, c'est qu'on prend les données du temps 1, puis on regarde la différence avec le temps 2 en faisant des régressions, en tout cas. C'est ça que j'ai fait, mais je ne l'ai pas écrit parce que je me suis dit, personne va. Les gens qui n'étudient pas ça, mais c'est une bonne question. On l'a contrôlé le temps 1 avec des statistiques. Parce qu'on l'a mesuré aussi. On a tous mesuré les mêmes affaires 2 fois. Puis on a regardé le changement dans le temps. C'est une bonne question aussi. Regardez ça en tête, donc on va jaser après. Puis on a une question en ligne. Oui, de Frédéric Bricout qui demande, en fait, il se pose la question ouverte. J'imagine que l'ambition a un impact, mais comment ouverture philosophique? Donc, ouverture philosophique ici, on imagine que l'ambition a de l'impact sur les résultats. Comment on mesurerait ça? Point d'interrogation. Mais, tu sais, là, c'est vraiment pas mon droit de domaine, l'ambition, mais ça peut tout. Dans le fond, la façon en psychologie, il y a sûrement des échelles sur l'ambition, en fait. Le concept de comment on crée nos échelles, j'ai l'impression des fois que les gens qui n'étudient pas là-dedans sont comme comment ils ont mesuré ça. Là. En fait, c'est qu'on en vient avec une théorie. L'ambition, ça doit être telle affaire. On va créer des items, puis on va regarder si les gens y ont plus ou moins telle variable présente chez eux. Fait que, techniquement, on pourrait mesurer l'ambition, puis regarder. Puis probablement que l'ambition serait plus liée avec la passion obsessive. Fait qu'il y a beaucoup d'estime de soi en jeu. La personne, elle essaie de se prouver très souvent, plus souvent. Je ne dis pas que c'est tout comme ça, mais ça serait probablement plus lié avec la passion obsessive à ce moment-là. Je me permets une dernière finale question pour ce soir. À quel point, c'est vraiment selon toi, là, selon ce que tu as lu, à quel point tu penses que tout ça, c'est corrélé avec les traits de personnalité? Donc, est-ce que ça pourrait être un mécanisme qui expliquerait beaucoup les différences entre les individus dans la gestion de la passion? Puis j'ai une autre question aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas de passion? Ça existe-tu? Bon, je vais commencer par la dernière question parce qu'elle est vraiment plus. Là, souvent, j'ai bien parlé à des amis, ils m'ont dit, moi, je n'ai pas de passion, là, mais souvent, quand on commence à leur parler, on est comme, qu'est-ce que tu aimais quand tu étais jeune? Qu'est-ce que tu aimes faire? Souvent, les gens finissent par se trouver une passion. Là. Fait qu'on n'a pas d'études pour dire combien de monde qui ne sont pas passionnés, mais ça existe sur le spectre, techniquement. Mais en tout cas, à date, tous les gens à qui j'ai parlé qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas passionnés, finalement, on a trouvé quelque chose. Fait que, puis, l'autre question. Trait de personnalité. Oui, trait de personnalité, là, je ne connais pas l'étude en détail, mais il y a une étude qui a été faite en 2019 d'Alpé, vous allez voir, là, qui a été faite avec le Big Five, puis qui ont regardé les 5 traits de personnalité principaux qui sont comme consensuosité. En tout cas, être consensueux, là. Ils ont regardé aussi, en tout cas, les autres, être agréable, être ouvert, neuroticisme. En tout cas, ils ont regardé ça, puis ils ont trouvé des traits. Ils ont vu, par exemple, que les gens qui ont une passion harmonieuse sont plus ouverts, ce que ça aiderait à vivre des émotions positives, probablement. Puis que, c'est ça, je pense que la passion obsessive est peut-être plus liée avec le côté névrosé. Mais je ne me rappelle pas par cœur des résultats, mais c'était intéressant quand je me rappelle, je l'avais dit. Merci. Merci à nos présentateurs ce soir. Là, j'espère que vous avez bien écouté, que vous avez pris plein de notes parce qu'on a un quiz. Donc, le fonctionnement très simple, je vais mettre un code QR que vous allez pouvoir scanner qui va vous donner accès au petit questionnaire. Et là, on va vous donner un 5-10 minutes pour y répondre. Attention, ne triche pas.
Et on va annoncer le gagnant ou la gagnante qui va se mériter un joli prix de Greenlias Stellensis. Donc, dans quelques instants, ça se met en marche. Je vais profiter du temps pour remercier la GMCCS et Camélia Simutis, tous les membres de 101 de Bistro Brain, tant à Sherbrooke qu'à Montréal. Et surtout, on applaudit nos 4 présentatrices et présentateurs.